Yo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, du coup, je vous accueille pour le résumé de février 2026. Alors, je sais que, en effet, février s'est terminé il y a 15 jours, plus de 2 semaines, mais j'ai pas eu le temps, en fait, de faire cette vidéo résumé. Donc, voilà, j'ai pas pu faire de résumé de février. Mais vous le savez, du coup, maintenant, 2026, ma nouvelle résolution, c'est de faire des résumés par année et pas par mois, pardon, et plus par année. Enfin, je ferai aussi par année, mais surtout, du coup, par mois. Et contrairement à, du coup, le format année où je résume un peu tout ce qui s'est passé dans l'année, par mois, je préfère parler d'un seul événement, ou en tout cas d'un seul pays. En janvier, on avait parlé des États-Unis et de plusieurs événements. Par contre, on avait parlé du Venezuela, du Groenland, de la police de l'immigration et du Canada. Enfin, en gros, c'est tout ce qui, enfin, tous ces pays slash organisations avaient un rapport avec les États-Unis. Et aujourd'hui, on va parler du Mexique, mais plus précisément d'un seul événement qui s'est passé au Mexique. Mais du coup, pour compenser sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul événement, j'ai décidé du coup de vous raconter un peu l'histoire, du coup, le contexte derrière ça. Et je dois dire que j'ai un script très très long pour cette vidéo, peut-être un des scripts les plus longs que j'ai jamais écrit pour une vidéo. C'est un script de 19 pages. Je pense que je vais juste me contenter de le lire parce que ce sera déjà assez long. Ça nous fera déjà une très longue vidéo, je pense. Pardon, je devais charger mon ordi. Euh, alors, attendez. Ok, donc je sais plus trop où j'en étais, mais du coup, je vais juste dire qu'en gros, j'ai 19 pages de script de vidéo et pour pas que ça fasse une vidéo trop longue non plus, parce qu'après, je dois me taper tout le montage derrière et j'ai pas énormément de temps. Là, j'ai en gros devant moi pour faire et monter la vidéo et puis après la publier, tout ça, j'ai 1 heure et quart. Donc, autant dire que c'est pas fou. Enfin, non, juste pour la faire et la monter. Mais du coup, c'est quand même assez short comme laps de temps. Donc, ouais, faudrait que ce soit une vidéo plutôt courte. Et malheureusement, j'ai pas choisi le bon script pour s'en dire. Donc, c'est pas grave, je vais juste me dépêcher. Donc, déjà, pour vous expliquer le plan de la vidéo, alors je vais pas mettre de chapitre dans cette vidéo parce que ça va être un peu compliqué de suivre. Enfin, de séparer en différentes catégories. Mais en gros, comment je vais raconter cette histoire du coup, donc vous avez vu dans le titre de cette vidéo, normalement, si tout va bien, ça devrait être Mexique, une opération digne d'un film d'action. Alors, du coup, je vais vous expliquer pourquoi plus tard, mais en gros, d'abord, je vais commencer pendant quelques secondes, voire peut-être 1 minute, je pense, voilà. Du coup, vous faire le synopsis, le résumé global de cette opération. Ensuite, pendant quelques minutes, je vais vous parler de l'histoire, du background de cette opération. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'opération elle-même et enfin des résultats, des conséquences qu'a eu cette opération. Du coup, une fois qu'elle s'est terminée, parce que tout ça s'est passé en une seule journée, je tiens à rappeler, cette opération c'était le 22 février, c'est passé en une seule journée, donc voilà. On va déjà commencer du coup par le petit résumé global de qu'est-ce que c'est cette opération, de ça. Donc, on est le 22 février. Les forces armées mexicaines ont mené du coup ce jour-là une opération qui a tué El Mencho. Je pense que vous le connaissez pas. Alors, j'espère que YouTube ne va pas trop m'en vouloir, mais dans cette vidéo, on parle du Mexique. Malheureusement, ça me paraît assez évident, enfin d'une opération militaire. Donc ça me paraît assez évident qu'on va beaucoup parler de trafic de drogue, de cartel, de différents types de drogue. Voilà, du vocabulaire dans le milieu de la drogue, beaucoup de termes que je ne connaissais même pas avant de faire des recherches sur cette opération. Donc voilà. Et on va aussi mentionner beaucoup de noms de criminels très recherchés au Mexique. Donc voilà. J'espère que YouTube ne va pas trop m'en vouloir. Donc c'est une opération qui a tué du coup El Mencho. Et qui c'est El Mencho? C'est le dirigeant du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Alors pour que ça soit simple, parce que ce cartel on va parler pendant toute la vidéo, pour que ça soit simple, on va juste dire CJNG. Pendant toute la vidéo on va dire c'est le CJNG. Voilà. Et aussi 6 autres personnes ont été tuées du coup à Tapalpa au Jalisco, du coup forcément c'est un état du Mexique. Voilà. Alors l'opération a déclenché des affrontements dans la zone, aboutissant du coup à des fusillades, des explosions et aussi plusieurs véhicules et magasins étant mis en feu à travers l'État, donc à travers le Jalisco, et beaucoup du reste du pays également. Voilà, donc ça n'a pas touché que cet État, ça a touché tout le Mexique.
Les affrontements ont abouti à des dizaines de victimes pour la garde nationale et des membres du cartel, ainsi qu'au moins une mort civile. Voilà, donc une personne civile qui a été sauvagement tuée. Donc, c'est maintenant l'heure du coup de la petite histoire de cette opération. Donc, le background pourquoi cette opération a eu lieu. En gros, on va se plonger, on va remonter jusqu'en 2006. Voilà. Donc, la guerre de la drogue au Mexique, déjà, c'est un conflit armé asymétrique, donc avec une très mauvaise balance, du coup, voilà, qui est en cours, donc qui dure toujours, hein, entre le gouvernement mexicain et plusieurs syndicats de trafic de drogue. Voilà. Quand l'armée mexicaine est intervenue en 2006, l'objectif principal du gouvernement, c'était la violence en lien à la drogue. Le gouvernement a affirmé que son focus principal c'était de démonter pardon, les cartels et d'empêcher le trafic de drogue, ce qui paraît assez logique au final. Le conflit a d'ailleurs été décrit comme le théâtre mexicain de la guerre mondiale contre la drogue, que mène également, vous le savez probablement, Donald Trump, entre autres. Voilà. Enfin, voilà. Lui, quand il mène une guerre contre la drogue, il fait du style kidnapper Maduro, mais bon, on va pas repartir sur le débat de janvier. Janvier, c'était janvier, là on parle de février. Et du Mexique. Voilà. Non, mais je remets le contexte. Euh, donc, le conflit du coup a été décrit comme le théâtre mexicain de la guerre mondiale contre la drogue, sous la direction du gouvernement fédéral des États-Unis, bien sûr. On va quand même parler des États-Unis. C'est pas la dernière fois que vous entendrez parler du coup des États-Unis de cette vidéo, hein, vous vous en doutez. Alors, des analystes estiment que les gains, en gros, de vente de drogue illicite vont de 13,6 à 49,4 milliards de dollars par an, de dollars américains. Ce qui est évidemment absolument énorme. Le CJNG a commencé en 2009 en tant qu'une des scissions du cartel de Milenio, et l'autre scission étant la Resistencia. Le CJNG pardon, a vaincu la Resistencia et a pris le contrôle des réseaux de contrebande de Milenio. Donc, le CJNG a étendu son réseau d'opérations de côte en côte en 6 mois, en faisant là, des groupes criminels avec la plus grande capacité opérationnelle d'ici 2012. Donc, suite à l'émergence du cartel, les homicides, les kidnappings ainsi que les découvertes de fausses communes ont connu une forte augmentation au Jalisco. Et d'ici 2018, le CJNG était considéré comme ayant plus de 100 laboratoires de méthamphétamine. C'est une drogue dure, je crois, si je ne me trompe pas, à travers le Mexique. Voilà. Alors, basé sur la valeur marchande moyenne, son commerce, du coup, de la meth, pourrait rapporter jusqu'à 8 milliards de dollars pour la cocaïne. Non, pardon, du coup, juste de la drogue en général, pardon. Donc, 8 milliards de dollars pour la cocaïne et 4,6 milliards de dollars pour le crystal meth, donc c'est la méthamphétamine en gros, chaque année. Voilà, c'est encore une fois absolument énorme. Je vais pas dire à chaque fois. Le CJNG est en train de combattre du coup le cartel là actuellement, hein. Vraiment c'est maintenant. Il est en train de combattre. Alors, préparez-vous, il y a plein de noms, c'est très 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 long cette liste. Alors, il y a le cartel Nueva Plaza, le cartel Nueva Plaza pour le contrôle de Guadalajara. Voilà, donc vous comprenez donc que pardon, je suis obligé de me poser là encore. Ok. Donc, oui, donc c'est en gros, les cartels se départagent des États au Mexique. Voilà, c'est comme ça que ça marche au Mexique, les cartels. J'étais déjà pas du tout au courant de ça, vraiment, ça m'a surpris. Mais donc, il y a le cartel Nueva Plaza pour le contrôle de Guadalajara, la Unión Tepito pour la ville de Mexico, Los Viagras ainsi que la Familia Michoacana pour les États du Michoacán et du Guerrero, Los Zetas dans les États du Veracruz et du Puebla, excusez mon accent, le cartel des Nord-Estés aux Zacatecas, le cartel de Sinaloa en Basse-Californie, au Sonora, à Ciudad Juarez et encore une fois aux Zacatecas et aussi au Chiapas. Donc vous pouvez voir que le cartel de Sinaloa est très développé, beaucoup plus que les autres. Et ainsi que le cartel de Santa Rosa de Lima au Guanajuato. Alors, le CGNG ont une alliance avec le cartel del Golfo qui est situé également aux Zacatecas. C'est du coup un état qui est très dominé par les cartels. On a entendu ce nom beaucoup de fois. Déjà, Zacatecas, c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler non plus.
Le CGNG est également allié avec l'Alinéa qui se trouve au Juarez. Le CGNG est considéré par le gouvernement mexicain comme étant l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du Mexique, donc du pays en gros, hein. Et le cartel de drogue le plus puissant du Mexique. Il est également considéré comme le cartel avec le plus de puissance de feu paramilitaire. Ça veut dire qu'ils sont très 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 puissants. Clairement beaucoup plus que n'importe quel autre cartel qui a été cité, que ce soit allié ou ennemi. Le CGNG est fortement militarisé et plus violent que d'autres organisations criminelles, que la grande majorité d'autres organisations criminelles. Il y a un groupe d'opérations spéciales pardon, pour des types spécifiques de guerre. Et son programme de formation de tueurs à gages est strict et professionnel. Ça veut dire que vraiment, ils engagent de la manière la plus professionnelle possible dans des universités, enfin peut-être pas dans des universités non plus, mais dans vraiment des écoles limite prestigieuses, des tueurs à gages. Voilà. Donc c'est un peu le Far West au final, le monde du cartel au Mexique. Ce cartel est aussi mieux connu pour ses combats contre les Zetas et les Templarios. Il a combattu la Resistencia, du coup l'autre scission de Milenio, pour le contrôle de l'Aguilia, du Michoacán et de ses territoires environnants, d'autres trucs qu'il y a autour. On va maintenant passer en août 2012 où les forces fédérales mexicaines ont réalisé des opérations dans les municipalités de Zapopan et de Tonaya dans le but de capturer Oseguera. Alors maintenant, du coup, je vais vous familiariser avec qui c'est Oseguera. C'est le chef, en gros, du CJNG. Oseguera, c'est celui qui est à la tête du CJNG, globalement. Entre le 25 et le 27 août, du coup, toujours 2012, des médias locaux et nationaux ont signalé que Oseguera avait été détenu, incitant une vague de barrages routiers et de brûlures de véhicules à travers la zone métropolitaine de Guadalajara et des parties du Jalisco forcément et aussi du Colima, un autre état mexicain. Les autorités fédérales ont ensuite nié qu'une arrestation formelle avait pris part. Et le 1er mai 2015, les autorités fédérales mexicaines ont lancé une opération de sécurité à grande échelle à et aux alentours de Villa Purification dans le cadre d'une offensive plus large contre le CJNG, du coup forcément. Des fonctionnaires ont déclaré que l'opération avait pour but de démonter, voilà, je ne sais pas lire, l'infrastructure du CJNG et appréhender les dirigeants seniors, y compris du coup Oseguera. Vous l'avez compris, on va en parler beaucoup dans cette vidéo. C'est au final assez logique, je pense. Pendant l'opération, un hélicoptère militaire fournissant du soutien aérien a été frappé par un tir de grenade propulsé par roquette par des tireurs suspectés du CJNG après avoir localisé un convoi armé tuant 9 soldats. Voilà. Le CGNG a également lancé des attaques de représailles coordonnées à travers le Jalisco et d'autres états frontaliers encore une fois, y compris des barrages routiers, des brûlures de véhicules encore une fois du coup, et ainsi que des confrontations armées avec les forces de l'ordre dans le but d'empêcher forcément la capture de qui d'Oseguera. Maintenant, je pense on a vu assez de contexte pour que vous puissiez comprendre en gros dans quel mood se passe cette opération, pourquoi elle s'est produite, voilà, maintenant, maintenant, le 22 février 2026. Voilà. Donc, déjà, l'opération était menée par l'armée mexicaine avec le soutien de la garde nationale, de la force aérienne mexicaine, ainsi que du personnel de renseignement du bureau du procureur général. Voilà. Est-ce que c'est long? Oui. Les forces de l'ordre mexicaines sont coordonnées avec le groupe de travail interagence conjoint contre les cartels des États-Unis. On va aussi en parler beaucoup de ce groupe, donc pour l'instant on va juste le surnommer le GTI ACCC. Oui, c'est littéralement son abréviation, GTI ACCC. Est-ce que c'est chiant? Très. Du coup, le GTI ACCC qui a fourni du soutien aux renseignements dans la planification de la mission. Le GTI ACCC a cartographié la présence du cartel et a fourni des renseignements sur les mouvements du CJNG, dont le directeur du groupe de travail, le brigadier général Maurizio Calabrese, du GTI ACCC, on parle, a dit qu'ils étaient différents, les mouvements du CJNG, au cas où vous captez pas ce qui se passe. Donc que c'était différent de Daesh, de ceux de Daesh ou d'Al-Qaïda. Voilà. Forcément parce qu'au final le cartel, bon, est-ce que c'est un groupe terroriste? Est-ce qu'on peut considérer que le CGNG est un groupe terroriste? Je sais pas vraiment. Peut-être maintenant que oui. Maintenant je pense que oui, peut-être. Euh, mais je sais pas si on est quand même à la hauteur d'Al-Qaïda ou de Daesh quand même.
Enfin bref, dans les jours précédant immédiatement l'opération, le renseignement militaire suivit les mouvements d'un associé de confiance connecté, qui était donc l'associé qui était connecté à un partenaire romantique d'Oseguera. Alors j'ai pas trouvé si non, bref, on s'en fout. J'ai dit un truc, mais en fait, on s'en fout, donc on va skipper. Alors, le 20 février, des données de cette surveillance ont indiqué que l'associé avait transporté le partenaire à une résidence dans le club de golf de Tapalpa, une ville dont on a déjà parlé, un complexe résidentiel haut de gamme et sécurisé dans la municipalité du coup, vous vous en doutez, de Tapalpa, qui est au Jalisco, où Oseguera était censé séjourner à ce moment-là. Les forces de l'ordre ont confirmé que le partenaire avait rencontré Oseguera à la propriété avant de partir le 21 février, donc la veille de l'opération. Une surveillance continue a suggéré qu'Oseguera était resté à la résidence avec un détail de sécurité relativement petit, avec un nombre d'environ 10 gardes du corps, ce qui certes est pas mal, mais pour un trafiquant de drogue aussi, c'est peut-être le plus connu du Mexique, ouais, bof. Les forces de l'ordre ont du coup commencé à planifier l'opération le 21 février, qui impliquait des forces terrestres, du soutien aéronautique et des unités d'opération spéciales dans le but d'appréhender et d'extraire Oseguera. Vous avez compris que tout ça c'était la veille de l'opération. Je pense que c'était pas prévu que ça se passe aussitôt. Dans le cadre de ces préparations, 6 hélicoptères militaires ont été déployés dans les états adjacents du du Jalisco, pardon. On prononce quand même un petit peu bien, on va essayer. Dans les heures précédant l'agression. Le 22 février, après avoir confirmé la présence du coup d'Oseguera, les forces de sécurité ont lancé un raid à pied contre la résidence sécurisée de Tapalpa. L'assaut a bénéficié du soutien de 2 hélicoptères militaires. Alors que les troupes fédérales progressaient vers la propriété, des hommes armés du CJNG ont ouvert le feu. Vous pouvez voir que on est déjà à Hollywood en fait. C'est vraiment une histoire. Enfin, moi, vraiment, je savais pas que c'était aussi épique. Enfin, c'est horrible de dire ça clairement. Je suis en train de dire des trucs horribles, mais c'est vraiment un film d'action. Enfin, je suis désolé, je trouve ça beaucoup trop stylé. Au bout d'un moment, certes, c'est horrible ce qui s'est passé. Il y a eu plein de morts et c'était horrible, mais c'était beaucoup trop épique et stylé et classe. Enfin, au bout d'un moment, c'était James Bond X. Comment il s'appelle? Keanu Reeves, mais je me rappelle plus comment il s'appelle son personnage. John Wick, voilà. Enfin, vraiment, je trouve ça très très stylé. De la part de tout le monde, hein, franchement, je prends même pas de camp. Enfin, en soi, je devrais plutôt prendre le camp du gouvernement mexicain parce que la drogue, c'est pas bien. Mais bon, on est une chaîne neutre, donc voilà. S'il y en a qui font de la drogue, ben, je vais rien y faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, cool. Enfin bref. Du coup, des hommes armés du CJNG, je ne vais jamais y arriver, ont ouvert le feu. Je pense que vous voyez pas bien mon visage. Vraiment, il y a un énorme trou au-dessus de ma tête là. Est-ce que je me rapproche? Voilà. Maintenant, c'est beaucoup plus convivial. Alors, ils ont ouvert le feu, déclenchant un violent échange de tirs dans le terrain montagneux environnant, parce qu'il faut savoir que, bon, déjà, rien que le Mexique est un pays très montagneux, mais le Jalisco particulièrement. Les membres du cartel ont utilisé des armes de gros calibre et d'autres armes lourdes pour tenter de repousser l'assaut. Euh, pas l'assaut, le nom de famille, hein. Ni l'assaut comme ça. Voilà. Je tiens à préciser. Lors de l'affrontement initial, plusieurs membres du cartel ont été tués et d'autres blessés, tandis que les forces de sécurité sécurisaient le complexe, forcément. Au plus fort de l'échange de tirs, donc ça c'est le climax si vous préférez, Oseguera a tenté de s'enfuir dans les environs. Du coup, pardon, je vais vous le dire, mais c'est le moment suivant. Si vous voulez suivre, c'est maintenant. Oseguera a tenté de s'enfuir dans les environs avec 4 membres de son escorte. Une équipe des forces spéciales se détacha du groupe et le poursuivit du coup au-delà du bâtiment principal. Là, c'est en course-poursuite, c'est assez épique. Imaginez dans votre tête, s'il vous plaît, parce que là, je me sens seul. Au-delà du bâtiment principal, ce qui mena à un second affrontement armé dans la zone boisée voisine. Le Radisco est également boisé. Voilà. Je fais une petite description géographique au cas où vous comprenez pas où c'est. C'est le Mexique. Voilà, c'est de ce pays qu'on parle depuis le début de la vidéo au final, hein, le Mexique. Donc c'est cool. Alors, durant cet échange-là, les hommes armés du cartel continuèrent de tirer sur les troupes qui avançaient et un hélicoptère militaire assurant l'appui aérien a été touché, l'obligeant à effectuer un atterrissage d'urgence à Sayula, pas loin de Tapalpa. Ce nom me fait énormément rire d'ailleurs. Les forces de sécurité finirent par localiser Oseguera, dissimulé dans les sous-bois et engagèrent du coup son escorte. Voilà, donc là c'est un peu la chute, hein. Il était grièvement blessé lors de l'échange de tirs. Enfin, il a été grièvement blessé en tout cas.
Après l'affrontement, les forces de sécurité sécurisèrent les lieux et saisirent des véhicules blindés, 7 fusils d'assaut et 2 lance-roquettes et d'autres équipements tactiques du groupe. Les forces de sécurité ont demandé l'intervention d'un hélicoptère pardon, pour transférer Oseguera, grièvement blessé du coin, ainsi que 2 gardes du corps du cartel blessés et un soldat blessé également, vers Guadalajara afin qu'ils reçoivent des soins médicaux d'urgence. Cependant, Oseguera et les 2 membres du cartel sont décédés pendant le vol. Voilà, donc Oseguera est mort. Voilà. Est-ce que vous êtes triste? Moi non, personnellement, je m'en fous complètement. Je savais même pas qui c'était avant de faire cette vidéo. Donc franchement, ça me passait comme ça au-dessus de la tête. Je m'en foutais, complètement. Je sais même pas où j'étais quand j'ai appris cette nouvelle, mais je m'en battais les couilles. Enfin bref. Face au risque de nouvelles actions violentes de la part des membres du CJNG dans la capitale de l'État de Jalisco, les autorités ont décidé de dérouter l'appareil vers l'aéroport international de Morelia au lieu de poursuivre sa route vers Guadalajara. Voilà, parce que Guadalajara, du coup, c'est la capitale de l'État du Jalisco, hein. Et oui, je pense que vous avez pas compris à quel point, peut-être si vous connaissez pas, enfin si vous connaissez un peu le Mexique mais pas trop, je pense que vous aviez pas compris qu'en fait le Jalisco c'est vraiment énorme. Genre vraiment, il y a Guadalajara dedans. Guadalajara, c'est je crois que c'est la deuxième plus grande ville du Mexique. Le Mexique a plus de 130 millions d'habitants. Donc vraiment, c'est une ville énorme, gigantesque. Il y a... Combien d'habitants il peut y avoir à Guadalajara? 4 ou 5 millions, je pense. Ça veut dire que le Jalisco, c'est vraiment un gros État. Il doit y avoir une vingtaine, trentaine de millions de personnes qui habitent là-bas. Donc c'est un big deal, vraiment. Du coup, un avion de l'armée de l'air était prêt à transporter les corps jusqu'à Mexico. Selon le ministre de la Défense, Ricardo Treviatero, pour ceux que ça intéresse, 8 membres du CGNG ont été tués lors de l'opération militaire visant à capturer Oseguera. Voilà. C'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave. Voilà, je tiens à préciser encore une fois. Et maintenant, il est l'heure de parler déjà des résultats, parce que c'était ça l'opération, du coup, c'était très épique, très stylé, tout ça. Mais il y a quand même des conséquences, évidemment. Je dirais pas que c'est le film numéro 2, mais je dirais plutôt que c'est euh, la scène bonus à la fin du film. Ce qui se passe après, ou voilà, ou juste l'outro du film, je sais pas trop. Donc, immédiatement après l'opération, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération a lancé des attaques de représailles coordonnées dans plusieurs États. Les, les membres du cartel ont établi environ 250 barrages routiers à travers le pays, à l'aide de camions, d'autobus et de véhicules privés détournés et incendiés, bloquant ainsi du coup les autoroutes et les routes urbaines. Des incidents ont été signalés au Jalisco, pardon, et dans de nombreux autres États, dont le Michoacán, le Guanajuato, le Colima, le Tamaulipas, le Zacatecas, l'Aguascalientes et enfin le Sinaloa. Voilà. Est-ce que je connaissais ces États avant? Je connaissais Aguascalientes, les autres je connaissais de nom, mais je ne saurais pas les situer. Sinaloa, je sais en vrai, je pense. Enfin bref. Dans la seule zone métropolitaine de Guadalajara, les autorités ont confirmé la présence d'au moins 20 points de blocage actifs le 22 février, le même jour du coup de l'assassinat d'Oseguera. La plus importante vague d'attaques de représailles a eu lieu le jour même, quelques heures après l'opération. Et le soir du 23 février, les autorités fédérales ont indiqué qu'environ 90% de quelques 250 barrages routiers avaient été levés, bien que plusieurs barrages et fermetures partielles d'autoroutes soient restés actifs pendant que les autorités s'efforçaient de dégager les débris et de rétablir la circulation. Voilà, donc les violences ont notamment inclus du coup des incendies criminels généralisés visant des entreprises, des stations-service et des infrastructures publiques. Voilà, donc ça vise un peu tout le monde, hein, pas d'épargner. Au Guanajuato, pardon, plus de 70 attaques ont été recensées dans plusieurs municipalités, dont des dizaines d'incendies criminels ayant touché des établissements commerciaux tels que les agences de la Banco del Bienestar, ainsi que des supérettes Oxxo. Voilà, je connaissais pas ces marques, mais voilà, c'est assez gros au Mexique. Je pense que Oxxo, ça doit être la station, la supérette principale du Mexique. Enfin, la marque de supérette. Au Jalisco, du coup, des engins explosifs ont été utilisés lors d'attaques contre des installations de la garde nationale, notamment un véhicule piégé qui a endommagé une base et une voiture piégée à San Juan de los Lagos, qui a tué le capitaine Leonel Cardoso Gomez et blessé plusieurs officiers. Voilà, donc ça c'est triste, par contre, vous pouvez être triste là. Des assaillants, pardon, je ne sais pas parler français visiblement, armés ont également attaqué une base de la garde nationale à what the fuck, Teocaltiche et une prison à Ixtapa. Je ne sais pas ce que c'est non, mais c'est ok. Dans l'état du Jalisco toujours, où 23 détenus sont évadés à la suite d'une attaque qui a coûté la vie à un gardien. Encore une fois, on peut être triste.
Les troubles ont provoqué d'importantes perturbations des transports. Les services de bus et les métros de la région métropolitaine de Guadalajara ont été temporairement suspendus et les départs de bus longue distance vers les États de l'Ouest ont été annulés en raison de la fermeture d'autoroutes. À l'aéroport international de Puerto Vallarta, c'est une très grande ville au Mexique, ça aussi. La plupart des vols internationaux et de nombreux vols intérieurs ont été suspendus par mesure de sécurité et en raison du blocage et des voies d'accès, forcément. Et bien que les installations aéroportuaires soient restées sous protection fédérale, bien que les installations aéroportuaires soient restées sous protection fédérale. Point final. Enfin, pas final, pardon, il y a d'autres trucs après. Les autorités fédérales ont déployé des renforts militaires et de la garde nationale pardon, pour rétablir l'ordre. Dans les jours qui ont suivi les affrontements, au moins 25 membres de la garde nationale auraient été tués lors d'attaques distinctes, ainsi que plusieurs civils, tandis que des dizaines de membres présumés des cartels auraient été tués et de nombreuses arrestations ont eu lieu. Les autorités fédérales ont confirmé l'arrestation de deux individus soupçonnés d'appartenir au cartel de Jalisco Nouvelle Génération, au CGNG, présentés comme membres du service de sécurité d'Oseguera lui-même, Monsieur Oseguera. Non pas Monsieur, Cacao Oseguera, voilà. Le parquet général, qu'on va surnommer FGR pour simplicité jusqu'à la fin de cette vidéo, les a inculpés de possession d'armes à feu et de matériel réservé aux forces armées. Le 1er mars, un juge fédéral a ordonné leur placement en détention provisoire et leur transfert au Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, pas numéro 2, numéro 1, attention. Le 26 février, donc 4 jours après l'opération, El Universal rapportait que les autorités avaient saisi des documents comptables appartenant vraisemblablement au CJNG, qualifiés de narconamina, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans les médias. Selon le journal, ces documents détaillaient des paiements versés à des membres du cartel, notamment des opérateurs régionaux, des hommes de main et des guetteurs, ainsi que des dépenses liées à la logistique et aussi du coup à la sécurité. Il faisait également mention de paiements présumés à des policiers municipaux et à d'autres fonctionnaires. Voilà. Le secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens, qui s'appelle Omar Garcia Harfuch, a déclaré que le FGR enquêtait sur l'authenticité des documents, précisant qu'aucun élu n'avait été formellement mis en cause à ce stade, même si les autorités examinaient d'éventuels liens avec des policiers ou d'autres responsables locaux cités dans les documents. Le corps de Seguera est arrivé à l'aéroport international de Mexico, l'AICM, le 22 février, donc le jour même, hein, avant d'être transporté sous haute sécurité au parquet spécialisé dans la lutte contre le crime organisé, qu'on va surnommer FEMDO pour simplicité, encore une fois. Le lendemain, du coup, le parquet général, le FGR, a confirmé l'identification génétique du corps. Après analyse médico-légale, les autorités ont indiqué que le corps resterait sous la garde des autorités fédérales jusqu'à l'accomplissement des formalités légales et la vérification de toute demande de restitution formulée par la famille. On y est presque. Vous avez survécu, bravo. Le 25 février, 3 jours après l'opération, le FGR ça va aller. Moi aussi, il faut que je me calme. A confirmé que la dépouille avait été officiellement réclamée par un représentant légal de la famille, d'Oseguera, et que les procédures étaient en cours pour sa restitution conformément. Voilà, je me remets bien. Hein. Pour sa restitution conformément à la loi fédérale, du coup. Hein. Enfin, du coup, le 28 février, le FGR a confirmé que le corps de Seguera avait été officiellement remis à son représentant légal. Oseguera a été inhumé à Zapopan après des funérailles solennelles le 3 mars, au cours desquelles il a été placé dans un cercueil doré. Voilà, donc il a eu droit à des magnifiques funérailles, le petit cacao Seguera. Super, on est absolument ravis. En raison de l'incarcération de son fils, Ruben Oseguera González, du coup c'est lui El Menchito, hein, voilà. Vous avez compris, je pense, de qui je vous parlais. Aux États-Unis, Oseguera n'avait pas de successeur direct à sa mort. David Mora, un membre de l'International Crisis Group, a déclaré que cela créerait un vide de pouvoir et pourrait entraîner de violents remaniements au sein de l'organisation. Donc en gros, on n'a peut-être pas fini d'entendre parler du CJNG, même si pour l'instant ils sont quand même largement affaiblis parce qu'ils ont perdu le monsieur Oseguera et malheureusement son successeur entre guillemets El Menchito, du coup, hein, dont on a parlé au tout début de cette vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans le contexte. Même pas dans le contexte, c'était juste Ah non, pardon, c'était le El Mencho. Oui, pardon. El Mencho, du coup, oui, dont on a parlé dans l'introduction, c'était Oseguera. Enfin, je pense que vous avez fait le lien. Et son fils s'appelait El Menchito, ce qui est logique. Voilà.
Même moi, j'avais pas fait le lien, je vais pas mentir, hein. Franchement, j'avais vu El Show et Segura, ça m'a pas fait tilt, mais oui. Vraiment, pendant que je faisais la vidéo, je me suis dit, mais attends, mais El Show, c'est vraiment Segura, en fait. Enfin, bref. Euh, c'est vrai que c'est assez bizarre, du coup, une vidéo où on parle de drogue et de ça, de trafic et de ça. C'est pas ultra géopolitique, je vais vous l'accorder. Mais en fait, surtout que en février, on va pas se mytho, il s'est rien passé. Enfin, il s'est passé des trucs en Iran, mais on va plutôt en parler en mars parce que c'est passé le 28 février et ça a débordé sur tout le mois de mars pour l'instant. Donc, je pense que je vais en parler dans le résumé de mars. Enfin, c'est sûr en fait. Clairement, le résumé de mars, ça va être. Non, je vais pas vous dire ce que c'est quand même, au cas où vous seriez pas au courant si vous habitez dans une grotte. Je sais pas si je suis votre seule source d'information sur Terre. Peut-être que. Et encore que. Peut-être que si vous regardez que Fox News, peut-être que vous en avez pas entendu parler. Ça m'étonnerait pas. Mais déjà, je pense que vous avez pas entendu parler du coup de cette histoire du Mexique et je pense que, enfin, c'est peut-être une assez bonne surprise. Enfin, bonne surprise, c'est pas une bonne surprise qu'il y ait des morts, des affrontements, des guerres et tout ça. Mais c'est, enfin, de découvrir du coup d'autres trucs que ce qu'on entend toujours aux infos. Moi, c'est aussi mon but en fait. C'est des fois, je vais, enfin, la plupart du temps, je vais parler de trucs quand même assez médiatisés, assez connus, mais je vais essayer de rentrer le plus possible en détail. Là, j'ai carrément parlé d'un truc qui n'était même pas médiatisé parce que sinon en fait, le seul truc intéressant qu'il y avait en février, c'était les JO d'hiver. Et disons que ben, j'avais pas envie d'en parler parce qu'en fait, ils s'en fout. Voilà. Moi, alors, je veux parler de trucs qui se passent à l'international, pas nécessairement de géopolitique parce que ça, c'est pas géopolitique. Euh, mais j'ai quand même envie que ce soit un truc intéressant. Et pour les JO d'hiver, j'avais ben, rien à dire. Enfin, je sais pas ce que j'aurais pu dire d'intéressant et de. Voilà. Enfin, je pense que cette vidéo rentre quand même dans le thème de mes story time. Hein, on va pas se mido. Pardon. Parce que ben, dans mes story time, enfin, on parle souvent de trucs comme ça. Enfin, là, quand même, ça ressemble un peu beaucoup à une guerre civile, quand même. On va pas se mytho. Ça ressemble clairement au début peut-être d'une guerre civile au Mexique. Je dirais même au début à la désamorce, parce que au final, certes, ça a commencé très très mal, mais ça s'est fini plutôt bien. Enfin, j'ai envie de dire, la fin, elle est positive entre guillemets, entre parenthèses, ouverte. On va dire que la fin est assez ouverte. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de vraie fin logique. En fait, c'est ben on verra bien dans le futur ce qui s'y passera. C'est aussi ça qui est assez intéressant par rapport à ces vidéos résumées, c'est qu'en fait, je résume que des trucs forcément qui sont passés pendant le mois, parce qu'en fait, le futur, ben, ce qui s'est passé après, ben, on ne le sait pas encore. Et du coup, là, je parle de l'opération, mais en fait, les résultats, on en connaît certains, mais pas tout. On ne sait pas ce qui va se passer pour le CGNG. Est-ce que le cartel va se déformer ou est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un d'encore plus vénère que El Mencho slash Seguera pour le diriger et que ça va partir en vraie guerre civile au Mexique. Ou alors est-ce que c'est un autre cartel, par exemple, non mais la résistance il n'existe plus, mais je sais pas, soit un de leurs alliés, soit leur plus grand ennemi, je ne sais pas trop, qui va prendre le dessus. C'est très dur de prédire ce qui va se passer du coup pour le Mexique à l'avenir dans le monde du cartel. Évidemment, le mieux, et là je prends parti complètement parce que, enfin, on va pas se leurrer, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes contre le cartel, contre le CJNG, j'espère bien. Enfin, sont très clairs. Je ne prends jamais de parti pendant mes vidéos. Non, déjà je mens. Déjà c'est fou de mentir. Clairement, je prends parti de récemment. Mais au bout d'un moment, ça fait chier aussi de prendre parti. Donc voilà. Comprenez-moi s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est que je dirais jamais c'est complètement con d'être en accord avec tel team ou tel team. Là, avec tout le respect que je n'ai pas beaucoup, vraiment énormément pour les trafiquants de drogue, on est un peu obligé de se mettre en accord avec le gouvernement mexicain, les forces armées mexicaines, tout le monde, même les États-Unis là, qui ont joué un rôle contre le CGNG. Enfin, on est obligé d'être contre le CGNG et leurs alliés ainsi que leurs ennemis, tous les cartels en fait, tous les cartels, on s'en... Au revoir, au revoir, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de dire, et c'est aussi du coup évidemment de la prévention, cette vidéo sur la drogue, parce qu'on pourrait croire que le trafic de drogue, ça n'implique que du coup les effets de la drogue elle-même et qui sont déjà absolument horribles. S'il vous plaît, ne vous droguez pas. Bon, si vous le faites déjà, je vais pas vous dire, enfin, je vais pas vous faire culpabiliser non plus. C'est pas grave en soi, mais c'est juste que pour les gens qui n'en font pas, faut pas commencer. Si vous le faites déjà, essayez d'arrêter. Je sais pas ce que je peux vous dire, mais c'est dur à dire évidemment d'essayer d'arrêter, mais je sais pas, il y a des réunions anonymes, enfin des trucs comme ça, je sais pas si ça existe en France, mais
essayez de faire du changement, s'il vous plaît. Et si vous ne faites pas de drogue, n'en faites jamais. Clairement, c'est un message très très important. Et encore moins du trafic, encore moins du trafic. Vous voyez à quel point ça peut mener à des dimensions surdimensionnées au final, le trafic de drogue. Parce que là, clairement, tout ça, ce serait pas passé, cette vidéo n'aurait pas lieu si le trafic de drogue n'existait pas. Du coup, certes une vidéo story time, mais c'est aussi une vidéo prévention pour dire le trafic de drogue, ça n'a que des effets négatifs, que des effets négatifs. La thune, c'est bien, la thune au black, c'est bien, ok, cool, mais déjà, c'est pas ça qui va te rendre riche, nécessairement. Ça va te faire de l'argent, certes, mais après, dans le monde du cartel, malheureusement, déjà, une fois que tu as commencé, c'est dur de s'arrêter. Et plus tu gagnes d'argent, plus tu es une cible pour les autres cartels. C'est malheureux, mais c'est vrai. Du coup, en fait, à la limite, si à chaque fois que quelqu'un du cartel devenait riche, il arrêtait complètement le trafic de drogue et il devenait une bonne personne, ok, mais c'est pas le cas. Même si tu deviens riche, tu restes dans ce milieu de trafic de drogue pour toute ta vie. Donc ça ne sert vraiment à rien au final. Enfin, vraiment, il n'y a aucun but. On pourrait croire que le seul but qu'il y a, c'est l'argent, mais même ça, ça fait rien. Donc autant dire que c'est un combat inutile qui ne vaut pas la peine de mener. Selon moi, hein, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais pas vous empêcher. De toute façon, j'ai pas assez de pouvoir pour ça. Hein. Je suis pas président de la République. Je m'appelle pas Donald Trump. Je m'appelle pas insérer le nom du président du Mexique ici. Là. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, pays sur 10, le 30e épisode. C'est énorme. C'est absolument incroyable. 30 épisodes. Waouh. Je sais pas sur quel pays ce sera. De toute façon, je ferai soit un vote, soit je déciderai par moi-même, comme le petit dictateur que je suis. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère encore une fois. Je sais jamais si je serai capable de faire des vidéos la semaine d'après. Cette semaine, normalement, ça devrait aller. Normalement, j'ai rien de particulier, je pense pas. Ah, quoi, peut-être que si. Je ne sais pas. Écoutez, je ne peux pas connaître mon emploi du temps 2 semaines à l'avance. Je ne sais pas pourquoi je pensais pas. Euh, donc, ne vous voulez pas s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine. Il y en aura une éventuellement. Et ce sera un pays sur 10, c'est promis. Namasté. Et, bah, il est pas bête.